Évaluation de la qualité des actifs, tests de résistance, nous parlons de la santé des banques à longueur d'année, mais sont-elles vraiment parées à soutenir l'économie réelle et à affronter les crises futures? Au programme, rencontre avec Piers Saben, le superviseur de ces tests et directeur de l'autorité bancaire européenne de surveillance. Il sera question de l'union bancaire et de la capacité des banques à affronter une crise future. Direction ensuite l'Italie qui affiche les plus mauvais résultats. Nous verrons l'impact sur l'économie réelle. Enfin, retour vers le futur. Nous verrons ce qui pourrait arriver en cas de problème prévisible ou inattendu. La Banque centrale européenne, désormais super gendarme des grandes banques de la zone euro, vient de tester leur bilan. Dans le même temps, l'autorité bancaire européenne lançait des tests de résistance à l'échelle européenne. L'idée est de comparer des pommes avec des pommes. Pour la première fois, on peut observer une banque allemande de la même manière qu'une banque française ou belge. Objectif, comprendre comment elles se sont renforcées dans la perspective de crise future. Mais d'abord, voici un cours accéléré sur les tests de résistance. Une banque, c'est comme un pont. Quand vous êtes dessus, vous vous attendez à être en sécurité. C'est pourquoi il faut tester sa résistance pour savoir comment il réagirait à une catastrophe, une tempête. Les fondations d'un pont ou d'une banque, son capital, doivent être suffisantes pour résister à tout. 123 banques européennes ont été soumises à des tests de résistance supervisés par l'ABE et coordonnés par les autorités compétentes. Plusieurs scénarios de crise ont été élaborés. Les banques européennes devaient démontrer que le rapport entre le capital disponible et le capital à risque ne pourrait pas tomber en dessous de 5,5%. Les banques ont dû soumettre leurs calculs aux autorités compétentes. 24 banques ont été recalées, mais beaucoup ont augmenté leur capital ou réduit leurs dépenses avant l'annonce des résultats. Les 8 banques qui restent ont moins de 9 mois pour combler un écart de 6,35 milliards d'euros. Un livre de prêt est le principal atout d'une banque et sa valeur dépend de la capacité de l'emprunteur à rembourser l'argent et aussi de la valeur de la garantie utilisée. Aujourd'hui, beaucoup de banques qui pensaient avoir échoué ont récolté des fonds l'an dernier. Mais ce qui a surpris, c'est la grande quantité de créances douteuses. C'est le cas de 4 banques italiennes, à commencer par Monte dei Paschi. Guillaume Desjardins est allé à Sienne. Objectif, voir quel est l'impact sur l'économie réelle et ce que les Italiens doivent faire. Quand nous avons besoin d'argent, nous pouvons nous tourner vers une banque pour obtenir un prêt. Mais souvent, ce n'est pas facile, surtout après la crise qui a frappé la zone euro. Sienne abrite le siège de la plus vieille banque au monde, Monte dei Paschi, littéralement mont de piété, créé en 1472 pour aider les plus pauvres. Aujourd'hui, l'histoire est bien différente. La banque affiche les plus mauvais résultats aux tests de résistance avec 3 autres banques italiennes. Elles doivent retrouver leur fonction originale. Sur le long terme, je pense que ce sera positif. Cela va permettre de faire le ménage. Dans l'immédiat, les banques qui ont été certifiées par la BCE seront plus libres d'agir. Mais celles qui n'ont pas eu de bons résultats aux tests de résistance devront se libérer des actifs risqués et donc elles pourraient moins prêter dans un avenir proche. La demande de crédit de la part des entreprises et des ménages devrait augmenter à la fin de l'année en Italie. Mais avec l'émergence d'une part préoccupante de crédit à risque, les banques pourraient se montrer plus prudentes, ce qui entraînerait une baisse des prêts pour l'économie réelle. Les banques sont essentiellement encouragées à ne pas donner de crédit à risque et dans le même temps, elles ne font rien d'autre qu'augmenter la crise économique. Car les entreprises qui probablement ont le plus besoin de soutien sont celles qui sont aussi mises dans une situation difficile parce qu'elles sont à risque pour les banques. La Banque centrale européenne est aujourd'hui le super gendarme du secteur bancaire dans la zone euro. Certains experts estiment qu'en raison de ce double rôle, joueur et arbitre, la BCE doit garantir que les banques ont suffisamment d'argent disponible pour concéder des prêts. La liquidité peut aider sur le front de l'offre, mais il faut aussi stimuler la demande. Le problème, c'est que sans confiance dans la reprise, il n'y aura pas de cycle d'investissement nouveau. La façon dont la BCE utilisera ces nouveaux outils sera décisive pour les économies de la zone euro comme l'Italie. Le gouverneur de la BCE, Mario Draghi, a déjà fait allusion à la possibilité pour la BCE d'injecter de nouvelles liquidités dans les banques, leur donnant
donnant ainsi un coup de pouce pour augmenter leur capital et éviter d'avoir à stopper les prêts. Notre invité cette semaine est Piers Abend, directeur de la surveillance à l'autorité bancaire européenne. Piers, commençons avec le cas italien. Quelles sont les leçons qui ont été tirées pour l'avenir ? Ce sont des problèmes communs à de nombreux pays de l'UE. Premier d'entre eux, le manque de capital, qui est le fondement des banques. Le deuxième volet concerne les pertes sur les crédits. Les banques prêtent de l'argent à l'économie réelle, c'est leur devoir. Mais quand l'économie est en crise, ces crédits deviennent non recouvrables. Nous devons nous assurer qu'elles ont suffisamment de liquidités pour réagir rapidement et qu'elles puissent continuer à faire leur travail en prêtant aux ménages et aux entreprises à travers l'UE. Pensez-vous que les banques vont s'occuper de leurs problèmes de capital au lieu de prêter de l'argent ? Seules les banques bien capitalisées sont en mesure de continuer à prêter en temps normal et en temps de crise. Nous avons déjà vu l'amélioration des conditions de financement des banques. Et il y a un avantage immédiat en instaurant la confiance dans les banques, permettant de renforcer leur propre capital pour pouvoir prêter de l'argent à ceux qui en ont besoin. En 2014, 50 milliards d'euros ont été récoltés pour affronter les problèmes qui pouvaient survenir au cours des tests de résistance. Nous avons une union bancaire, mais avec de nombreux compromis. Il y a eu des manipulations du Libor sous le nez des régulateurs. Qu'est-ce que cela veut dire ? Vous posez plusieurs questions. D'abord, avons-nous terminé de renforcer le capital des banques ? Non, nous avons encore du chemin à faire, avec la mise en place du mécanisme de surveillance unique. C'était presque impensable il y a 2 ou 3 ans, mais c'est aujourd'hui réel. Vous avez évoqué la manipulation du Libor. Il y a clairement des questions sur le modèle de business des banques d'affaires, sur leur éthique. Il est absolument essentiel que les superviseurs et les banques s'efforcent de régler ce problème. Admettons que les tests ont rendu un peu plus transparent un système qui repose essentiellement sur les banques qui, en Europe, sont fortement liées au gouvernement. Et personne ne conteste la nécessité d'être en mesure de prévoir les situations où le contribuable peut juste avoir à sauver les grandes banques encore une fois. Mais les tests laissent de côté 2 scénarios pour 2016, celui de la dette souveraine et, plus important, celui de la déflation. Que se passera-t-il si les banques se retrouvent confrontées à des scénarios prévisibles et imprévisibles ? Les explications de Giovanni Maggi. Une machine à voyager dans le temps nous a conduits en 2016. Nous sommes en Espagne où les banques se sont plutôt bien comportées au test de résistance. Mais la machine nous a joué un mauvais tour. Elle nous a embarqués à un moment où le pire scénario envisagé au cours des tests de résistance s'est avéré. Donc, voici ce qui se passe en 2016. Une hausse des rendements obligataires dans le monde, une détérioration de la qualité de crédit, des réformes structurelles qui n'ont pas été mises en œuvre et la confiance dans la viabilité des finances publiques est très faible. Pour ajouter à cela, le secteur de l'immobilier est sous pression en Europe centrale et orientale. Comme prévu par les tests de résistance, les conséquences sont négatives. Le chômage est trop élevé et en augmentation et les chiffres du PIB pour l'ensemble de l'Europe atteignent des niveaux négatifs sans précédent. Maintenant, la question est de savoir si les banques sont aptes à faire face à cette situation. Les banques sont aujourd'hui plus solides. Elles ont un meilleur capital, 7 fois plus que dans le passé. Avec ce scénario, nous pouvons être sûrs que le secteur bancaire peut continuer à financer l'économie. La crise a été terrible, mais nous sommes sortis de ce marathon avec moins de graisse et plus de muscles. Et ces muscles vont nous permettre d'être mieux préparés. Nous savons mieux contrôler les risques et donc nous pouvons mieux affronter un autre marathon. Mais même si les banques sont en mesure de réagir dans ce scénario de 2016, certains changements peuvent être nécessaires. Rien de similaire à une crise de solvabilité ou à une crise du système bancaire en général ne peut arriver, mais les profits en souffriront. Il y aura un nouveau processus de consolidation duquel sortiront 3, 5, 10 peut-être des plus grandes banques européennes, avec des filiales et des opérations dans toute la zone euro. Et il y aura plus de banques nationales qui opéreront d'une manière similaire aux banques régionales américaines. Toujours avec nous, Piers Abend. Piers, 2 éléments clés n'ont pas été pris en compte lors des tests, la crise de la dette souveraine et la déflation. Pourquoi ?
Un test de résistance se base sur un seul scénario. On nous a demandé d'inclure la déflation, Ebola, la crise en Ukraine, mais ce n'est pas possible. Mais la déflation est un scénario auquel nous pourrions faire face. Lorsque nous avons conçu le scénario l'an dernier, nous voulions voir ce qui arriverait aux banques si leur crédit devenait non recouvrable dans un contexte d'inflation très basse. Cependant, il y a d'autres parties dans le bilan d'une banque qui ont besoin d'être examinées en référence à une augmentation des prix et à une baisse des prix. C'est pourquoi le test résistance ne constitue pas la fin du travail des superviseurs. Les contribuables se demandent si nous allons faire face à un autre plan de sauvetage. Nous n'avons pas de plan en cas de pépin. C'est à cela que sert la planification, pour que les banques puissent quitter le marché sans utiliser l'argent des contribuables. Tout d'abord, vous devez essayer de mobiliser des capitaux privés. En dernier ressort, vous devez recourir aux fonds de capitaux publics existants. C'est toujours ce recours ? Notre volonté est d'éviter toute utilisation de l'argent public, mais nous ne pouvons pas prétendre que nous n'avons pas besoin d'un plan B. Il y a des lois qui régulent les aides de l'État pour une recapitalisation directe des banques, pour couper le lien entre les banques et la dette souveraine. Mais soyons très clairs, nous ne parlons pas seulement de changer les règles pour la supervision et la résolution. Ici, nous parlons de politique, des citoyens européens, et les choses doivent se dérouler à un rythme qui soit acceptable pour les citoyens européens. Qu'en est-il de la résolution? Avons-nous raté le coche en 2014? Allons-nous le regretter en 2016? Les banques doivent servir l'économie réelle. Mais il est également important que si le modèle de business d'une banque ne fonctionne pas, cette banque puisse être capable de sortir du marché sans problème. C'est à cela que sert le plan de résolution. Pour l'autorité bancaire européenne, il est important d'établir des règles maintenant pour avoir un plan de règlement effectif convenu à l'avance. En 2016, si le rythme du changement se poursuit, nous serons dans une bien meilleure posture qu'en 2011. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.